Bonjour à tous, merci d'être nombreux. Je sais que c'est une heure qui n'est pas forcément évidente juste après le déjeuner et avec une chaleur assez intense cet après-midi. Donc on va essayer d'être suffisamment animés pour vous garder avec nous. Alors réindustrialiser la France. Si la question se pose aujourd'hui, c'est que la France fait partie des grands pays européens qui ont perdu le plus d'industrie durant les dernières décennies. Jusqu'au début des années 2000, l'idée même que l'emploi dans les services pouvait remplacer les emplois industriels prévalait. On se souvient même que certains grands patrons industriels préconisaient une France sans usines. Alors ces choix ont abouti à une forte dépendance industrielle de la France, qui a été particulièrement mise en lumière lors de la crise Covid. Dépendance, fragmentation extrême aussi des processus de production. Depuis, faire revenir l'industrie sur le territoire national est devenu une priorité des différents gouvernants. L'idée fait désormais consensus, mais prend-elle réellement forme? C'est tout l'objet de notre débat cet après-midi. J'ai l'honneur d'accueillir avec nous Bernard Fontana, président directeur général d'EDF. Bonjour, merci d'être là. Olivier Gavalda, directeur général du Crédit Agricole. Hélène Huby, fondatrice et directrice générale de The Exploration Company. En deux mots, Hélène, peut-être que les gens connaissent moins bien votre société. Vous travaillez à la construction d'un fret spatial, à la construction de capsules spatiales. Vous nous raconterez tout à l'heure. Vincent Policard, vous êtes partenaire chez KKR et co-responsable des activités infrastructures en Europe. Et puis, à mes côtés, Philippe Sedbon, directeur général délégué du groupe BBCE. Maya Bakache nous accompagne pour ce débat du Cercle des économistes. Bonjour Maya, vous allez nous aider à bien poser en introduction les enjeux de ce débat. Est-ce qu'on assiste ou pas à un essoufflement du processus de réindustrialisation en France? Est-ce que nous prenons du retard? Quelles données chiffrées vous disposez également? Je vous donne la parole. Merci, bonjour à tous. Alors le thème de DEX cette année, c'est affronter le choc des réalités. Donc il faudrait mieux parler de désindustrialisation que de réindustrialisation dans le cas de la France. Je vais commencer par cette phrase moins optimiste, disons que d'habitude pour les rencontres DEX. Pourquoi? Je vais commencer par une anecdote. Ça se passe en 92 aux États-Unis. On a Paul Krugman, qui est un des grands économistes spécialistes d'économie industrielle et fondateur de l'économie géographique, qui cherche à postuler pour un emploi auprès de Bill Clinton, à l'époque gouverneur. Et Bill Clinton lui dit, alors comment on fait pour réindustrialiser les États-Unis? Parce que vous êtes spécialiste de ça, je vous embauche si vous m'expliquez comment on réindustrialise. Et Paul Krugman lui répond, I'm so sorry sir, but it's not feasible. Ce sera juste pas possible, on va pas pouvoir réindustrialiser. Et l'anecdote se termine par le fait que Paul Krugman n'est pas embauché par Bill Clinton, mais c'était une bonne nouvelle pour lui, parce que comme vous le savez, il est prix Nobel d'économie en 2008 dans la foulée, donc ce n'était pas une si mauvaise affaire. Pourquoi c'est compliqué de réindustrialiser ou d'industrialiser? Parce qu'en fait, l'industrie met en évidence ce qu'on appelle des effets d'agglomération. C'est quoi les effets d'agglomération? C'est que lorsqu'une industrie s'installe quelque part, en réalité, elle va attirer d'autres industries concurrentes. Alors c'est un peu paradoxal, on a envie de se dire, lorsqu'on est concurrent, on va s'installer loin de son concurrent pour ne pas se faire la guerre des prix et aller choper un bout de marché ailleurs. Mais en réalité, pas du tout. Ce qui va l'emporter la plupart du temps, c'est l'effet d'agglomération, c'est qu'à côté de votre concurrent, vous allez trouver les sous-traitants spécialistes dans votre secteur, vous allez trouver la main-d'œuvre spécialisée et compétente dans votre secteur, etc. Et donc, ces effets d'agglomération sont des effets de long terme, sont des effets historiques. Donc, renverser les effets d'agglomération, c'est difficile, mais surtout extrêmement coûteux. Alors, on peut toujours tout faire, mais la question, c'est l'ampleur de l'investissement nécessaire pour renverser ces effets d'agglomération. Alors, pour parler en langage simple, quand on parle d'effets d'agglomération, on pense évidemment à la Silicon Valley aux États-Unis, on pense à la zone pour la finance autour de New York, on pense en Europe au nord, au bassin houiller, etc. Donc, il y a différentes raisons pour expliquer ces concentrations géographiques, mais ce sont des phénomènes extrêmement forts. Et donc, parler de réindustrialisation aujourd'hui, c'est simplement quand même tenir compte de ces effets de long terme, de ces effets historiques d'agglomération qui sont à l'œuvre. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire, et on va en parler aujourd'hui, mais c'est simplement, il faut tenir compte de ces effets-là. Deuxième point que je voudrais faire pour poser un peu le débat,
Pour les économistes, enfin en tout cas, ce qui nous semble important, c'est pas tellement que ce soit de l'industrie, des services ou autre chose. Ce qui compte, c'est la productivité, c'est l'innovation, c'est ce qui va générer des gains de revenus, des gains d'enrichissement à la fois pour le travail, pour le capital, etc. Donc la question fondamentale, c'est est-ce qu'on a un retard en termes de productivité aujourd'hui en Europe et en France en particulier, un retard en termes d'innovation, et là le diagnostic est relativement aujourd'hui sévère et on va certainement en parler. Donc pour cadrer peut-être les questions que nos intervenants vont aborder, moi il me semble qu'il y a un peu 4 questions qu'on peut se poser. La première question, c'est un peu de quelle industrie il s'agit. Quand on parle de réindustrialisation, est-ce qu'on parle de sauver l'automobile ? Est-ce qu'on parle de sauver les secteurs too big to fail, hein, où il y a beaucoup d'emplois, beaucoup d'entreprises, et donc l'État doit sauver l'existant? Ou est-ce qu'on parle de l'industrie de demain, porteuse de productivité et d'innovation? Et bon, vous avez compris au ton de ma question, déjà ma réponse au sujet, mais certainement on va en parler. Une deuxième question, c'est les leviers. Et ça, je pense qu'on va longuement le développer. Comment expliquer, comment faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider ces industries à innover? Et évidemment, on va avoir un sujet important sur les prix, les coûts, donc en particulier le prix de l'énergie pour ces industries. Il n'y a pas que ça, il y a les infrastructures et ce que l'État ou les pouvoirs locaux ou d'autres entreprises de réseau peuvent faire. La troisième question, c'est comment articuler ces enjeux d'innovation. Je ne peux pas ne pas l'évoquer avec l'enjeu majeur qui nous occupe, c'est la décarbonation, donc les enjeux climatiques de demain. Je n'ai pas besoin, je pense, avec les 40 degrés qu'il fait sous cette tente, de vous rappeler l'importance de ces questions aujourd'hui. Et donc, comment concilier ces deux points. Et je finirai par la quatrième question, et qui est celle du cadre, finalement, dans lequel tout ça va se faire. Est-ce que c'est un cadre français? Est-ce que c'est un cadre européen? Et comment inventer cette nouvelle industrie dans un monde qui n'est plus le monde du libre-échange et de la paix qu'on a connu dans les années précédentes, mais qui est probablement un monde plus protectionniste, avec des enjeux de souveraineté réelle. Voilà, que des questions difficiles, mais je suis sûre que nos intervenants ont beaucoup de choses à dire, et donc je vais tout de suite laisser la parole. Merci beaucoup Maya pour cette introduction. Effectivement, vous l'avez dit, l'électricité et l'énergie, c'est un peu le nerf de la guerre industrielle. Bernard Fontana, vous êtes un des leviers de la compétitivité pour notre industrie et donc pour notre souveraineté. Comment faire aujourd'hui pour que l'énergie que vous produisez soit tout simplement la moins chère possible? Eh bien, pour faire de l'industrie, effectivement, il faut de l'énergie. Alors plus ou moins, hein, selon les activités, mais c'est un déterminant de la compétitivité de l'industrie. Il faut que cette énergie soit disponible, fiable et compétitive. Et en France, c'est le cas. Pour l'électricité, elle est fiable, elle est compétitive. Alors, je ne vais pas donner trop de chiffres, mais on connaît le prix moyen des marchés de gros sur les forwards 2026. Vu de premier semestre 2025, en France 65 € par mégawattheure, un peu comme l'Espagne, les Pays-Bas 84 €, la Belgique 87, l'Allemagne 88, la Grande-Bretagne 93, l'Italie 108 €. Donc c'est quand même l'environnement dans lequel on est. Et on en parle assez peu, mais on a aussi un système électrique qui distribue tout ça, qui est compétitif. En plus, notre électricité est décarbonée à 95%, c'est déjà le cas. Elle est 10 fois moins en Allemagne. Alors, on voit que certains pays ont des vitesses, mais on sent quand même que c'est un phénomène structurel de décarboner. Et donc, elle est attractive. Et je le vois, on peut attirer des data centers qui ont besoin justement sur ces caractéristiques-là. Et vous l'avez évoqué aussi, elle est souveraine. Par exemple, on a exporté près de 100 TWh d'électricité l'an dernier pour plus de 5 milliards, alors qu'on a importé 63 milliards d'énergie fossile. Au-delà de cette balance, ce sont des emplois locaux. C'est une filière. Et par exemple, pour augmenter la durée de vie du parc nucléaire et réaliser le programme EPR2, il va falloir recruter 100 000 personnes dans nos tissus industriels au cours des 10 prochaines années. Et je le vois bien. Framatome réinternalise des productions en France, Arabelle avec la turbine réinternalise des productions en France. Donc on crée
en plus de la mise à disposition de notre électricité, un mouvement industriel en France. Et au-delà de ça, ce que vous avez évoqué, c'est l'électrification des usages, qui est aussi une source de challenge industriel. Donc je pense qu'on a des conditions. Bien sûr, il y a des difficultés, bien sûr, il y a des contrats à améliorer. On travaille avec les clients pour ça, mais je pense qu'on a des éléments qui nous permettent de nous battre pour réindustrialiser la France. Hélène Huby, pour vous, la réindustrialisation, c'est une question technique ou éminemment politique? Vous faites donc du fret spatial, vous construisez des capsules spatiales. Ce sont des choses que les Américains savent très bien faire, les Chinois, les Russes, mais il n'y a pas de capsule spatiale encore européenne. Donc c'est vous qui lancez ça. La question de la commande publique est donc absolument nécessaire? Alors peut-être la réalisation d'abord c'est un fait. Donc The Exploration Company aujourd'hui a un peu plus de 3 ans. On est parti à 4 personnes, on est un peu plus de 300 aujourd'hui. On a des usines en France, à Bordeaux, en Allemagne, en Italie. On ouvre aux Émirats et on est déjà aux États-Unis. Effectivement, dans les bassins qui font du sens par rapport aux technologies. Allemagne, Munich, Bordeaux, en raison de la production du M51, Houston, aux États-Unis, etc. Il y a deux questions. Est-ce qu'on est capable d'avoir effectivement les bonnes technologies? Parce que dans ce qu'on fait, les capsules spatiales, et à partir de l'année prochaine des fusées, il y a des technologies qu'on ne maîtrise pas du tout en Europe. Aussi simple que ça. Elles sont maîtrisées uniquement en Chine, en Russie et aux États-Unis. Donc ce qu'on a fait, on a ouvert aux États-Unis, on a pris les talents là-bas. Et puis il y a aussi des Européens qui ont travaillé chez SpaceX, qui aujourd'hui nous rejoignent. Donc ça c'est la façon de faire très simple. Je tiens à signaler qu'on a un avantage compétitif très important, indépendamment des problèmes de productivité, très important en Europe. Un ingénieur européen aérospatial, c'est 50% moins cher, voire 33% le prix d'un ingénieur aérospatial américain. Donc on a un vrai avantage compétitif en Europe. Et après, l'équilibre entre le public-privé, ce qu'on crée en Europe, en fait pour la première fois de l'histoire du spatial en Europe, on crée un modèle qui vient des États-Unis, qui a été appliqué aux États-Unis depuis une quinzaine d'années, qui est un modèle qu'on appelle le commercial space. Faire une capsule, c'est l'un des produits les plus complexes parmi les véhicules spatiaux. Comme je dis, il n'y a que 3 pays qui le maîtrisent. Normalement, j'aurais dû aller d'abord voir la France, l'Italie, l'Allemagne et dire « Donnez-moi, s'il vous plaît, 1 milliard, et puis je vais vous faire la capsule ». Je suis allé voir d'abord des investisseurs privés, EQT, Cherry, Partech, normaux, des venture capitalistes normaux. Je leur ai dit, j'ai une équipe de choc. On va prendre 100% du marché européen, on va prendre 50% du marché américain, parce que SpaceX est en train de mettre sa capsule à la retraite. Et les Américains ont absolument besoin d'une deuxième capsule. Donnez-nous de l'argent, on va livrer. Et en moins de 4 ans, on a fait voler 2 capsules spatiales. Donc on a assis notre crédibilité technique, et maintenant je vais voir les gouvernements, qui vont payer la moitié du coût normal, puisque la moitié du coût est déjà payé par mes investisseurs privés, donc gain d'argent pour le contribuable. Les emplois qu'on crée sont soutenables, puisqu'on n'aurait jamais levé 1 euro si on n'avait pas validé le product market fit de la capsule. Donc ça c'est très important, ces emplois soutenables, il n'y aura pas besoin de subventionner notre produit. Et troisièmement, on est beaucoup plus rapide, parce que toute cette période, 3, 4, 5 ans de négociation entre États, on l'a évacué en démarrant par du financement privé. Donc ça, c'est un nouveau modèle de faire le spatial qu'on apporte en Europe, un nouveau modèle industriel qui peut s'appliquer à plein d'industries, où la commande publique arrive avec l'État en tant que client d'ancrage, et non plus en tant qu'État qui fournit des subventions. Et en tant qu'État qui met en compétition les grands groupes et les start-up. La compétition des capsules en Europe, on l'a gagnée numéro 1, avec en face de nous Thales, Airbus, Dassault, etc. Voilà, je m'arrête là. Mais c'est ça le nouveau modèle d'industrialisation. L'État est client d'ancrage et met en compétition les emplois historiques qui ont une compétence extraordinaire et historique, et avec des emplois nouveaux sur les technologies nouvelles, et puis que le meilleur gagne. Vincent, bravo à vous. Vincent Poliquard, vous partagez ce point de vue, la commande publique ne suffit pas, il faut des partenariats privés, publics? Absolument, et j'ai peut-être commencé, comme disent les Américains, quand on est un marteau, tout ressemble à un clou. Donc évidemment, je regarde ce sujet de la désindustrialisation ou de l'industrialisation à travers le prisme des infrastructures.
Et il va y avoir des besoins, des décisions, des développements, des investissements dans les infrastructures dans les années qui viennent qui vont être très structurants pour la compétitivité de l'industrie en France et en Europe. C'est vrai dans les infrastructures traditionnelles, c'est vrai dans les nouvelles infrastructures. Quand je parle d'infrastructures traditionnelles, je parle vraiment des infrastructures de transport, donc les autoroutes, les ports, les aéroports, le ferroviaire. Et pour prendre deux exemples qui vont être assez structurants en France dans les années qui viennent, avec une question effectivement de l'allocation de l'investissement et du risque entre le public et le privé. Premièrement, les autoroutes, les concessions autoroutières, puisque les concessions autoroutières vont arriver à échéance en France d'ici 5 à 10 ans, et donc le choix du modèle qui fera suite va être assez structurant pour les autoroutes et donc pour l'industrie. Le deuxième exemple, c'est vraiment sur les ports, puisque ce qu'on voit aujourd'hui un peu partout en Europe, quand on va à Anvers, quand on va à Rotterdam, et quand on va dans les ports français, donc Dunkerque, Aropa, et puis pas loin d'ici, Marseille-Fos, c'est que tous ces ports ont besoin de se redéfinir, ont besoin d'investir, ont besoin de se transformer, et la capacité ou pas de ces ports à se transformer va là aussi définir la compétitivité. Donc ça, c'est sur les infras traditionnels. Et puis après, il y a ce que j'appelle les nouvelles infrastructures, donc c'est pour l'essentiel le digital et la transition énergétique. Donc le digital, bon, c'est un sujet dont on a beaucoup parlé en France ces derniers temps, avec le sommet pour l'IA et d'autres initiatives de ce type, donc la fibre, les data centers et les besoins d'investissement dans ces infrastructures digitales. Et puis plus directement au cœur de ce sujet de la compétitivité industrielle, la décarbonation industrielle, qui passe par les énergies renouvelables ou décarbonées, comme l'évoquait Bernard, soit parce qu'on électrifie les processus industriels directement, soit indirectement à travers ce qu'on appelle les molécules vertes, donc l'hydrogène, l'ammoniac, qui donc indirectement peuvent décarboner des branches industrielles comme la sidérurgie, la chimie, les engrais, les ciments, donc tout ce qui est intensif en énergie. Donc vraiment, ces sujets d'infrastructure, ils sont structurants pour l'économie, pour l'industrie. On l'a très bien vu dans le rapport Draghi, puisque le rapport Draghi fait vraiment de cette question des infrastructures une question centrale sur la compétitivité et la croissance économique en Europe. Et encore plus récemment dans le programme du gouvernement allemand, puisque l'un des aspects essentiels de ce programme, c'est la création d'un fonds de 500 milliards d'euros pour investir précisément dans les infrastructures, dans la transition énergétique. Donc ça, c'est de l'argent public, mais qui va être besoin d'être complémenté très fortement par de l'argent privé. Olivier Gavalda, comment on finance tout ça? Comment on libère l'épargne pour financer les investissements nécessaires et surtout accompagner au mieux sur le territoire notre tissu industriel? Alors, déjà aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que les banques françaises, et évidemment le Crédit Agricole, qui est le premier financeur de l'économie française, accompagnent les projets industriels et les entreprises en général en France. Et il n'y a pas de, contrairement aux idées reçues, il n'y a pas de manque de financement, on manque de projets. C'est vraiment ça le sujet. Néanmoins, si demain les choses devaient s'accélérer, et on voit la volonté de l'Europe, la volonté de la France d'accélérer les projets, notamment par rapport à toutes les problématiques de souveraineté, il faut lever deux types de contraintes pour accélérer le financement et le faciliter. Le premier, c'est le fardeau réglementaire qui pèse sur les banques. Et je vais vous donner juste un chiffre. Si on allégeait de 1% la contrainte qui nous est imposée en termes de fonds propres, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on fait un crédit, on est obligé d'avoir des fonds propres à côté. Si on allégeait de 1% pour les banques françaises, on dégagerait 120 milliards de financement supplémentaires. 120 milliards, c'est un gros chiffre. C'est à comparer, vous savez ce que pèse le tissu industriel français en termes d'encours de crédit? C'est 187 milliards d'euros aujourd'hui. Donc quasiment on double. Et ces contraintes ne vont que s'accélérer avec les réformes de Bâle IV quand nos amis compétiteurs américains, eux, sont en train de les baisser. Donc on va avoir un vrai sujet. Et il a fort à parier que la localisation des industries, du fait de ce financement moins coûteux, partent plutôt aux États-Unis. Il y a aussi l'énergie, évidemment, etc. Mais il y a aussi ce point-là. Après, il y a l'épargne. Comment on favorise une épargne européenne au service des projets européens? Et là, on a beaucoup de choses à faire. L'union de l'épargne et de l'investissement, évidemment, ça fait, je sais pas, 20 ans, 25 ans qu'on en parle. On est toujours au milieu du gué.
une volonté politique, évidemment, mais peu de réalisation. Ça, c'est vraiment le premier point. Le deuxième point, il faut aussi qu'on marque, et il y a des initiatives qui viennent d'être prises, je pense au label Finance, qui propose aux clients une épargne qui est fléchée vers des projets européens. Et puis enfin, il y a un sujet qui est peut-être un peu en bordure, mais qui me semble important, c'est les crypto-monnaies, et notamment les stablecoins. Aujourd'hui, massivement, les acteurs européens, les épargnants européens, achètent de la stablecoin en euro. Quasiment une centaine de milliards, 200 milliards, j'ai plus trop les chiffres en tête, mais c'est de l'épargne qui vient financer, ou c'est de l'investissement qui vient financer là aussi la dette américaine et les projets américains, alors que en Europe, on en est toujours à essayer d'imaginer s'il faut ou pas lancer un stablecoin en euros. Il existe, mais il est tout petit. Et puis on s'arc-boute sur le projet de l'euro digital, qui est un projet un peu qui n'a pas de sens, parce que très hypothétique, très lointain et très coûteux. Philippe Sedmon, vous, quel secteur vous identifiez, quel secteur vous portez, comment vous les choisissez, comment vous orientez l'épargne vers ces investissements industriels, comment vous travaillez? Bonjour, alors je voulais faire 2 propos introductifs, je vais en faire 3 juste pour rectifier, pour ne pas avoir de problème en rentrant au bureau lundi matin. Je ne suis que directeur général délégué de Natixis, pas du groupe, voilà, et plutôt en charge de justement toute la gestion d'actifs, donc je vais vous parler de l'épargne et de ce qu'on fait avec l'épargne collectée en l'occurrence. Peut-être deux remarques au risque d'enfoncer des portes ouvertes. Un, l'épargne n'est pas un agrégat qu'on peut orienter au bon gré de... L'épargne, c'est la somme de vos épargnes individuelles. Donc pour pouvoir l'orienter correctement, il faut rendre l'emploi attractif pour chacun d'entre nous. Donc ça, c'est le premier point. Ça me paraît un point majeur. La deuxième chose, c'est que, vous l'avez dit, on a une épargne abondante en Europe, en France. 18% de taux d'épargne sur les revenus, c'est considérable. On a une épargne abondante et grâce ou à cause, selon... moi je dis plutôt à cause, mais grâce aux politiques monétaires extrêmement accommodantes des 15 dernières années, alors ça s'est un peu arrêté depuis quelques temps, on a des liquidités aussi abondantes. Donc on peut réorienter. Et là, comment on rend cette épargne productive et réellement au travail pour notamment financer... Et je pense que le débat, il a parfaitement bien été posé, merci, parce que le sujet c'est comment on crée finalement la réindustrialisation ou l'industrialisation, parce que c'est industrialiser autrement, vers autre chose, qui est un sujet de cycle de long terme, donc qui dépasse les mandats électoraux, d'une part, et deuxièmement, qui doit trouver sa ressource, sa compétitivité, et deux, sa ressource propre sur la durée des projets. Donc, au sein de notre groupe, on a de nombreux vecteurs pour financer. On le fait à travers, évidemment, nos banques populaires, caisses d'épargne et autres. Sur le plan de l'épargne, on a très clairement des leviers qui sont à l'échelle domestique et des leviers qui sont à l'échelle européenne. Il serait absolument un leurre de penser qu'on peut réindustrialiser la France sans dynamique européenne autour de nous. C'est pas possible. C'est un leurre. Donc on a besoin d'une dynamique européenne, on pourra peut-être y revenir un tout petit peu plus tard, mais sur le plan domestique, on a des choses simples à faire. Stabilité de la fiscalité. Stabilité de la fiscalité. Si on veut attirer l'épargne domestique et l'épargne étrangère, les investissements étrangers, stabilité. Deuxièmement, renforcement de l'éducation financière. Simplement, il y a plein de raisons à ça, mais notamment aussi parce que ce sont des cycles longs. Et donc, je suis désolé de le dire comme ça, mais les cycles industriels ne sont pas les cycles du Bitcoin. Donc il faut avoir une épargne correspondante au cycle et à un cycle de réindustrialisation. Ça passe par des produits longs, et les produits longs, on a des merveilleux produits, un type assurance vie notamment en France, et le PER désormais, mais on peut les renforcer, on va les renforcer, il y a de nombreuses pistes pour le faire, on peut le faire au niveau domestique, on peut introduire... S'il y a un certain alignement, il y aura un débat politique majeur dans quelques mois, on peut introduire de la retraite par capitalisation en plus de la retraite par répartition pour tous, pour toutes et tous. Et ça vient financer les emplois longs dont on a absolument besoin. Donc il y a de multiples initiatives domestiques et puis il y en a au niveau européen qui sont absolument cruciales.
Effectivement, vous introduisez une partie intéressante de ce débat. Est-ce que cette réindustrialisation doit se penser au seul niveau de la France ou au contraire au niveau européen et le cadre européen est sans doute à privilégier dans la réflexion. Bernard Fontana, est-ce que cette réflexion chez vous se fait aussi au niveau européen? Comment vous articulez dans ce contexte les défis à venir pour notre système énergétique? Oui, on réfléchit au niveau européen, en particulier des pays avec lesquels il y a des alliances, comme l'Alliance pour le nucléaire. Pour nous, les défis, bien, il y a des atouts, il faut déjà les préserver. Et la première chose à faire, c'est, là où c'est possible, augmenter la durée de vie des réacteurs nucléaires, augmenter leur puissance là où c'est possible. Et là, il y a des bonnes nouvelles dans ce sens-là. C'est bon pour la compétitivité, mais c'est aussi bon pour notre activité industrielle. J'ai en tête 11 réacteurs 900 MW, on les appelle le CP1. On sait qu'en mettant des turbines un peu plus puissantes, on va dégager des terawatts. Eh bien, il faut aller les chercher. Et en plus, c'est du boulot pour les usines de Belfort. Voilà le genre de réponse qu'on peut apporter. Au-delà de ça, il faut renouveler le parc, 6 et peut-être 8 de plus EPR. Et là, on les aborde avec sûreté et sécurité, qualité et lead time, c'est comment faire pour aller plus vite. Et là, c'est aussi un sujet pour nous et nos partenaires industriels. Est-ce qu'on se regarde en disant, voilà, comment on va faire? Et les partenaires de la filière m'ont proposé un pacte de performance pour les EPR, pour réussir les EPR, et je suis d'accord. Et d'ailleurs, on va les signer tout à l'heure, pour montrer notre engagement et notre capacité à performer ensemble. Parce que c'est un travail de filière qu'il faut faire ensemble. Alors, on l'appliquera en France, mais on pourra l'étendre également à d'autres activités à l'international, en Europe en particulier. L'hydraulique, c'est un sujet aussi pour nous. Il nous faut moderniser notre parc hydraulique. Et c'est un parc qui nous donne de la stabilité, c'est une très belle énergie. On peut même augmenter nos capacités de production. Et pour ça, un défi qu'on a, c'est de sortir de l'ornière dans laquelle on est avec l'Europe, la Commission européenne, depuis 15 ans. Et je pense que c'est un sujet que j'espère on va pouvoir adresser. Il nous faut aussi, j'ai parlé du réseau qui est très bien, le moderniser, l'adapter aux nouvelles configurations, travailler sa stabilité, et continuer à travailler à optimiser le réseau, à mieux tirer parti des interconnexions. Et en plus de tout ça, il y a un sujet qu'il nous faut traiter, c'est l'adaptation de tous nos dispositifs au changement climatique. Parce que si on se projette dans 50 ans, peut-être que les températures de fleuves seront plus chaudes, les débits seront différents. On a des solutions et il faut déjà mettre en place ce que j'appelle les no-brainers. Par exemple, en ce moment, on a une centrale arrêtée parce que l'eau qu'on pompe est plus chaude que ce qu'on peut rejeter. Bon, on n'a aucun souci de sûreté, mais on ne peut plus la rejeter. Donc, si on mettait un petit dispositif pour le refroidir, je pense que tout le monde serait content. On n'arrêterait pas la centrale et on refroidirait la rivière. Donc, voilà le genre de dispositions qu'on a devant nous. Au-delà de ça, l'électrification des usages qu'on a évoqué, ça, c'est vraiment y aller. Et pour réussir tout ça, il nous faut des femmes, des hommes qui s'engagent, qui rejoignent l'industrie, qui rejoignent notre production d'énergie. Et ça, c'est un travail au niveau national, mais aussi au niveau des territoires, pour accueillir les jeunes, les apprentis, les femmes aussi, pour les bénéficier de leur force dans notre industrie. Et je pense que c'est des challenges qui sont passionnants. Et avec la qualité des personnes qui sont déjà engagées, leur fierté, leur engagement, moi, je suis optimiste. Et j'en profite pour remercier tous mes collègues et tous les partenaires de la filière. Et comment vous tranchez la question du mix énergétique? Il y a tout un débat aujourd'hui autour de la place des renouvelables. Comment vous vous positionnez? Nous, on développe effectivement de l'éolien en mer. Je visitais notre parc de Fécamp là, il y a 2 jours, du photovoltaïque. Et je pense que le dosage se fait par des choix du gouvernement, avec des appels d'offres, et c'est ce dosage qui va se faire en fonction de la demande qui sera là de toute façon, et nous on se prépare, on met à disposition les technologies pour réussir les challenges qui nous sont donnés. Vincent Policard, pour atteindre la décarbonation des énergies dont on parlait aussi tout à l'heure, la décarbonation de l'industrie, il y a des besoins qui sont massifs dans ce secteur. Vous diriez que la France aujourd'hui est bien placée grâce à ce mix énergétique ? Donc, si je veux être un peu provocant, donc, je pense qu'il y a 2 aspects qu'il faut arriver à régler. Le premier,
posez la question en termes de réindustrialisation de la France, on l'a un peu invoqué dans certaines des réponses, c'est déjà se condamner à l'échec, parce que cette réindustrialisation, elle ne peut se faire que dans un contexte européen. Pourquoi je dis ça? Deux raisons principales. Premièrement, la raison du coût de l'énergie qu'on évoquait. Si on laisse finalement à la nature la possibilité de faire son œuvre, eh ben, les énergies renouvelables et la production d'énergie renouvelable à Cuba, elle va se faire en Europe du Sud, en Espagne, au Portugal, sur une base solaire. Elle va se faire en Europe du Nord, en Scandinavie avec l'hydraulique, avec l'éolien offshore. Et finalement, et on le voyait bien avec les prix de l'énergie qu'évoquait Bernard, le milieu, la France, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique, tous ces pays-là, bah, finalement n'ont pas de carte naturelle à jouer sur le renouvelable, modulo évidemment le nucléaire. Donc après, il faut vraiment accepter d'être dans cette logique européenne, de se dire quelles sont les industries qui ont une capacité à se préserver, à être compétitives et accepter de faire ces arbitrages au niveau européen. Et ça suppose de renoncer à certains secteurs et finalement de retomber sur une logique des avantages comparatifs. Et la deuxième raison pour laquelle je dis que tout ça doit se faire au niveau européen, c'est qu'aucun marché en Europe n'a la taille, n'a la profondeur de marché de la population pour vraiment être la base d'une industrie compétitive. Donc là aussi, il faut penser européen. Donc ça, c'est le premier point qui me paraît essentiel. Le deuxième point, et ça revient un peu à votre première question, il faut recréer cette culture du partenariat public-privé. Aujourd'hui, les partenariats public-privé, cette cohabitation du public et du privé, Hélène l'évoquait, elle n'est pas naturelle et elle est absolument nécessaire. Et pour prendre un exemple qui pour moi est très parlant au plan industriel, quand on regarde le plan hydrogène, l'ambition hydrogène de la France, c'est une enveloppe de 9 milliards d'euros d'ici 2030. 9 milliards d'euros. Ça paraît être un chiffre intéressant, important. On a regardé chez KKR ces dernières années un projet de sidérurgie verte, donc de production d'acier verte, en Suède. C'est un projet qui s'appelle H2 Green Steel, qui a l'ambition de construire une usine de 2,5 millions de tonnes de production d'acier vert. La production d'acier en Europe aujourd'hui, c'est 130 millions. Donc 2,5 millions, c'est 2% de la production d'acier en Europe. Pour construire cette première usine, le promoteur du projet a levé 6,5 milliards de capitaux entre la dette et l'equity. Donc cette usine, 2% de la production d'acier, et l'acier est l'une des branches industrielles à décarboner à côté de nouveau des ciments, des engrais, de toutes les autres, c'est 70% du programme français hydrogène. Donc je pense que ces chiffres ils montrent que les ordres de grandeur entre les besoins d'investissement et la capacité des États à investir sont complètement différents, d'où cette nécessité du partenariat public-privé. Philippe Sedbon, vous vouliez réagir sur ce point? Non, mais je crois que, comme je le disais, comme vous venez de le dire, tout ça se joue à l'échelle européenne, ne peut se jouer qu'à l'échelle européenne, parce que c'est le seul marché sur lequel on peut avoir une taille qui assure la duration, la durabilité de la compétitivité au niveau mondial. Parce que la compétition, elle se joue au niveau mondial. Et aucun pays européen n'a la taille. Donc, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau européen? Je crois que, on a une formidable fenêtre d'opportunité, parce que pour la première fois depuis 12 mois, à peu près, ou 14 mois, pour la première fois, on parle de compétitivité de l'économie européenne. C'est jamais arrivé dans le passé. Et il y a un alignement d'intérêts. C'est notamment issu des rapports Draghi et l'État qui sont sortis au printemps 2024. Bon, ceci dit, la prise de conscience, je pense qu'ici, on l'a depuis 20 ans. Hein, mais au moins, on peut construire sur quelque chose. Il y a des rapports qui le démontrent. Premièrement. Deuxièmement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le grand dessein qu'on doit avoir, c'est de créer en Europe ce que j'appelle le cercle vertueux, collecte d'épargne, orientation de cette épargne grâce à l'attractivité vers les investissements des entreprises qui permettent de financer les innovations dont on a parlé, qui permettent de financer les transitions dans lesquelles elles sont engagées et qu'elles doivent réussir et qu'on doit tous réussir collectivement, qui permettent d'améliorer à ce moment-là leur compétitivité, leur profitabilité et donc les rendements pour les épargnants que nous sommes tous, les investisseurs que nous sommes. Mais c'est essentiel parce que aujourd'hui, on a 300 milliards d'euros à peu près, hein, selon ces rapports, 300 milliards d'euros d'épargne européenne qui s'exportent chaque année. 300 milliards d'euros qui s'exportent chaque année, c'est considérable. On en a besoin en interne dans la zone, mais ils ont bien raison d'aller investir ailleurs. Les rendements sont plus élevés ailleurs, donc pourquoi on ne va pas leur interdire d'aller investir ailleurs? En revanche, comment en réallouer là? Donc, il y a eu cette initiative qui était mentionnée de Finance Europe ou Finance Europe, selon vous voulez la prononcer. 7 pays européens qui sont signataires au départ, mais un alignement européen de
ce label européen pour finalement avoir des produits de long terme investis à un certain niveau. Alors aujourd'hui c'est 70%, personnellement ça me paraît faible, mais enfin 70% avec une durée de minimum 5 ans, qui permet à ce moment-là d'envisager. Donc ça c'est bien, c'est un premier pas, ça permet d'actionner des leviers de financement, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant parce que on a besoin pour exécuter ça, je pense qu'ici il y a des banques, il y a des gestionnaires d'actifs, il y a des assurances dans la salle ou qui sont intervenus sur d'autres tables rondes. Ces collecteurs d'épargne sont au centre de la collecte de l'épargne et de réemploi de cette épargne. On a absolument besoin de services financiers extrêmement forts en Europe et ils ne le sont pas. On a des très grandes banques, et tant mieux, mais les services financiers aujourd'hui ne sont pas compétitifs par rapport aux services financiers, notamment nord-américains. Et donc on a besoin de renforcer ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en Europe, non seulement on a besoin d'installer cette réindustrialisation via les leviers de financement, mais on a aussi besoin de changer quand même notre logiciel qui perdure depuis 50 ans, qui est arrêtons de nous préoccuper exclusivement de la protection du consommateur et intéressons-nous à la jambe production aussi. Ce sont les mêmes personnes. Vous êtes consommateurs, mais nous sommes tous consommateurs parce que juste, on est être humain. Donc, on est aussi producteur. J'ajoute, dernier point pour laisser la parole aux autres, que l'Europe n'est pas une superpuissance parce qu'elle a 450 millions de consommateurs. Nous ne sommes pas une superpuissance. Nous serons une superpuissance le jour où nous aurons 450 millions de producteurs. Donc, intéressons-nous à la jambe production. On a besoin de compétitivité dans tous les domaines parce que c'est la seule façon de réindustrialiser sur le long terme. Merci. Olivier Gavalda, est-ce qu'il faut privilégier dans votre financement les champions nationaux? Est-ce que le tissu industriel des PME en France est assez riche pour nous aider dans cette concurrence européenne et internationale? Écoutez, on l'a dit, il faut une volonté politique, une européenne bien sûr, française aussi, mais pour nous, au Crédit Agricole, ce développement, cette réindustrialisation, ce développement de nouveaux projets industriels doit passer par les territoires. Parce qu'il faut d'abord de l'espace, il faut des infrastructures de transport, il faut des bassins d'emploi et il faut surtout un tissu de PME qui interagissent en amont et en aval de ces filières industrielles. Et c'est très important de soutenir ces PME qui souvent, dans des grands projets industriels, ont du mal à suivre la cadence, à grossir. On le voit aujourd'hui sur la particulier, les tissus de sous-traitants ont du mal à soutenir la croissance des projets qui arrivent, qui sont absolument décisifs pour notre avenir. Et donc, il faut les soutenir. Au Crédit Agricole, on a décidé de mettre en place un certain nombre de structures. On l'a fait en Savoie pour soutenir l'industrie du décolletage. On l'a fait en Eure-et-Loire pour soutenir l'industrie pharmaceutique. On l'a fait à Toulouse pour soutenir la filière aéronautique, bref, de mettre en place des équipes, des compétences qui permettent de soutenir ce tissu de PME, c'est extrêmement important. Alors, on le fait par les fonds propres, en innovant, en créant des fonds spécialisés sur des petits acteurs, des petites PME. Il faut qu'on le fasse aussi avec des équipes qui permettent de faire le lien entre les collectivités locales et ces grands projets industriels et ces PME, parce que la réglementation est difficile, parce que c'est des projets compliqués. Voilà, donc autant d'initiatives qu'il faut soutenir. Et en fait, il ne faut pas le voir que par des méga-projets, bien sûr l'Europe, bien sûr le financement, mais on a aussi besoin de ces territoires. Hélène Huby, vous nous disiez tout à l'heure qu'il fallait une vraie politique industrielle au niveau européen, que vous étiez parfois obligé d'aller chercher des talents un peu loin, aux États-Unis ou en Asie. Est-ce qu'il vous semble que l'Europe est à même aujourd'hui quand même d'essayer de développer ces nouveaux talents? Donc, la réponse est simple, c'est oui, et je pense qu'on en est la preuve, hein, puisqu'on a volé la semaine dernière, on a marqué une étape technique pour l'Europe. Pour la première fois dans toute l'histoire du spatial, on a fait réentrer une capsule de façon contrôlée en démarrant à une vitesse orbitale. Alors ça vous dira probablement rien, mais c'est à peu près 8 km par seconde. Et ça, c'est quelque chose que l'Europe n'avait jamais fait de son histoire. Et c'est un milestone technique à maîtriser absolument si un jour on veut rapporter des objets, mais aussi des hommes de l'espace. Donc voilà, donc ça, on l'a fait, c'est démontré. On développe des nouvelles technologies ici en Europe. Je voulais revenir peut-être sur 3 choses qu'on pourrait améliorer, mais aussi dire un peu de façon provocative, nous, en tout cas, Exploration Company, on n'a pas de problème de financement.
On a levé la plus grosse levée seed, la plus grosse série A, la plus grosse série B jamais levée par une start-up spatiale en Europe. À chaque fois, on a été sursouscrit de façon extrêmement massive. Et on a signé en 2 ans et demi plus de 800 millions d'euros de contrats avec une majorité de clients qui sont aux États-Unis. Donc qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que la priorité des priorités, à mon sens, pour développer l'industrie, c'est la validité du projet. Parce que nos cycles, dans vos métiers, dans nos métiers, on ne fait pas un produit en 1 an, en 2 ans, en 5 ans. Une fusée ou une capsule spatiale, ça met entre 5 à 10 ans à être fabriqué. Et après, ça opère pendant les 15 prochaines années. Donc j'aime autant vous dire qu'il ne faut pas se planter sur le produit qu'on développe. Parce que si on investit 1 milliard, 3 milliards sur un truc qui met 6 ans à être développé, puis après qui doit être top du market pendant les 10 prochaines années et qu'on s'est planté, c'est un méga problème. Donc la validité du projet est très importante, et pour avoir un projet valide, il faut être capable de penser 20 ans en avance. Quel va être mon marché dans 20 ans? Quels sont les signaux faibles de marché, de technologie que je suis capable de voir maintenant? Et quels sont les paris, les risques que je suis prêt à prendre? Parce qu'évidemment, dans l'analyse du marché, dans l'analyse des technologies qui vont être demain les grandes technologies, on peut se tromper. Et cette analyse, elle doit être menée par des entrepreneurs comme moi, par des grands groupes industriels, mais aussi au plus haut niveau de l'État en France et en Europe. Et ça, c'est quelque chose qui manque. On ne manque pas d'entrepreneurs visionnaires. Je pense qu'on ne manque pas de grands groupes visionnaires non plus. Mais si je prends l'exemple des États-Unis pour mon domaine qui est l'espace, ils ont un National Space Council qui est fait de start-upers, d'universitaires et de grands groupes et des gens de représentants de la NASA pour se dire que va avoir comme produit, comme service l'industrie spatiale américaine dans 20 ans, pour penser long et penser grand. Et ça, c'est quelque chose dont on manque en Europe, c'est cette pensée long terme, appuyée sur des connaissances qui viennent de différents milieux, dans des organes qui sont là pour penser long terme, et après des décisions aussi qui mettent de l'argent sur des champions. La deuxième chose qui nous manque, et ça c'est très très basique, je vais vous donner un exemple très concret. Donc nous, comme vous avez compris, on fait des moteurs pour les capsules, et on a déjà démarré le développement d'un moteur fusée, puisque après les capsules, on va faire des fusées. Okay ? Donc les moteurs, ça se teste. Donc j'ai besoin d'un banc de test pour mon moteur. Ça fait 2 ans que je me bats dans la région où on en est, pour développer mon banc de test. Alors il n'y a pas mieux qu'un banc de test pour localiser l'emploi, parce que le banc de test, ça coûte des dizaines de millions pour un petit moteur, ça coûte des centaines de millions pour un gros moteur, donc je vais mieux vous dire qu'une fois qu'il est là, on n'a pas envie de le déménager sur la région d'à côté. Bon, donc on va créer des centaines d'emplois autour de ce banc de test. Et puis on ne va pas bouger, ça c'est sûr. Pas bouger pendant 10 ans, 20 ans, bref. On n'a pas pu démarrer la construction maintenant depuis 2 ans et demi, parce qu'il y a des problèmes de grenouilles, il y a des problèmes de vipères. Littéralement, il y a une vipère qui est soi-disant protégée. Alors il faut lui trouver un autre habitat. Puis comme alors elle est psychologiquement déboussolée quand on la met dans son autre habitat, l'autre habitat il doit être 3 fois plus grand que l'habitat d'origine. Je serai au Texas. Je suis bien placé pour le dire parce que j'ai une fille là au Texas. 2 mois, boum, j'ai les autorisations, je fais mon banc de test. Ça, c'est un méga problème pour l'industrie. Parce que quand on a investi des centaines de millions d'euros sur une infrastructure et qu'on est à la merci du temps ou des résultats d'associations, etc., évidemment, il faut respecter l'environnement. Mais il faut avoir une balance. Et ça, ce banc de test, c'était pour tester pour la première fois au monde des moteurs verts, plus respectueux de l'environnement. Eh bien, je ne peux pas le faire parce que j'ai des grenouilles. Donc ça, c'est un truc qui doit changer en France. Et en Allemagne, c'est 2 fois plus court qu'en France, hein, pour être clair. Et aux États-Unis, c'est 1/10 de l'élève français. Il faudrait avoir, comme à l'aéroport, vous savez, vous avez un projet à l'aéroport, vous avez les fast track. Donc si on a un projet, je ne sais pas trop quoi, top, super important, on est dans le top des startups, etc., on est fast pass, et donc du coup notre dossier est traité en priorité. Voilà. Et puis bon, la dernière chose, si j'ai encore une... Oui, allez-y. Ok. La dernière chose sur laquelle j'aimerais insister, au-delà donc de l'importance d'avoir cette vision stratégique, l'importance vraiment des phénomènes vraiment de terrain, voilà, c'est l'importance de travailler ensemble en européen. Tout le monde l'appelle de ses voeux. Moi, je l'ai vécu très personnellement puisque j'ai créé la boîte le même jour, pratiquement le même jour, en Allemagne et en France. Qu'est-ce qui s'est passé? 6 mois après, on est la start-up spatiale qui a la plus forte croissance en Europe. Ok? 6 mois après, qui débarque? L'agence spatiale allemande. Boum, audit. Est-ce que vous êtes vraiment allemand? À la conclusion, ah, vous êtes franco-allemand. Et puis après, en France,
je ne donnerai pas ni de nom ni d'institution. Ah mais non, mais elle a mis son siège en Allemagne, là-bas, elle n'est pas française, quoi. On ne va pas mettre d'argent chez elle, on ne va pas lui donner des contrats. C'est pas une vraie française. Puis il faut se méfier, hein. Les Allemands, ils nous piquent des emplois dans l'industrie, hein. Ils sont meilleurs que nous. Pas question qu'on la soutienne. Côté français comme côté allemand, j'ai dû batailler tous les jours pour dire que l'ambition, on ne devait pas la penser au niveau national, on devait la penser au niveau européen, voire au niveau mondial. Et ça, c'est un combat qu'il faut qu'on mène contre des mindsets qui sont nationaux. Voilà. Merci beaucoup, Hélène Huby. Il nous reste à peu près 10 minutes dans ce débat. Je vous propose de vous donner la parole parce que j'imagine que sur ces questions de normes, de qualification, de décarbonation, de secteurs, de projets à soutenir, il y a des questions. Donc on va vous écouter. Monsieur, au fond, je vous laisse peut-être vous présenter. Oui, merci. Bonjour, moi je suis professeur en école de commerce, après avoir 28 ans d'expérience professionnelle. Et il y a juste une chose que j'adore, le terme réindustrialisation, industrialisation. J'ai vécu moi-même, comme plein de Français, la désindustrialisation. Il y a une chose que je n'ai pas entendue, c'est qu'est-ce qu'on fait de la jeunesse là-dedans. Je vous donne une chose, moi j'adore enseigner, j'enseigne le commerce international. Et je demande souvent aux étudiants, mais parmi vous les jeunes, hein, qui veut se lancer dans l'industrie? Qui veut innover dans l'industrie? Ça vous parle l'industrie? Je suis désolé, la réponse est non, moi c'est le digital. C'est le community management. Donc comment on change la mentalité? Je vous lance le paquet. Merci. Alors comment on aide les jeunes à aimer l'industrie? Bernard Fontana. Vous nous les envoyez dans le groupe EDF et on sera heureux de prendre des alternants. Oui, mais c'est déjà le cas, hein. Le petit Framatome dont je viens recrute 600 alternants et alternantes par an et ils découvrent, et elles découvrent l'industrie et on les découvre et on est très, très heureux de les recruter pour beaucoup d'entre eux après. Après, d'autres souhaitent continuer leurs études. Et c'est toutes ces initiatives de montrer, ouvrir nos industries, les montrer, les prendre jeunes, eh bien c'est formidable parce que c'est des univers qu'ils découvrent. Je reste à votre entière disposition. Peut-être juste pour ajouter, donc bien sûr il y a un mouvement de notre part de communiquer. Bon, nous dans le spatial ça fait rêver, donc on n'a aucun problème de recrutement. Mais je pense qu'il y a aussi quelque chose que l'enseignement peut mieux faire. Nous, on embauche des Suédois, des Allemands, des Français, etc. Et j'aime bien embaucher des Allemands et des Suédois et des Néerlandais et des Suisses. Parce qu'en fait, à l'école, à l'université, ils font. Ils font des moteurs fusées, ils font. Mes enfants, ils sont au collège, ils font au collège. Et en France, on ne fait pas, on pense, on débat, on analyse. Et ça, c'est quelque chose qui pourrait aussi donner le goût à l'industrie. Parce que quand on a fait, moi j'ai une gamine de 11 ans, elle a fait un avion elle-même, elle a fait voler un tout petit modèle bien sûr. Elle s'est pensée sur le propulseur, comment ça marche, etc. À 11 ans, c'était un truc de classe, normal. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on peut améliorer. Nous, on doit communiquer plus, c'est vrai, mais peut-être que l'éducation française peut aussi faire plus. Olivier Gavalda. Non, juste il y a quelques temps, quelques jours d'ailleurs, j'assistais à une convention à l'école polytechnique et la directrice générale de l'école polytechnique me disait que, soyons optimistes, de plus en plus d'étudiants voulaient justement se diriger vers l'industrie, de plus en plus, beaucoup plus qu'avant. Et donc soyons optimistes pour l'avenir, c'est possible. Maya. Oui, juste peut-être pour recadrer cette question-là, je ne vais pas répondre sur le fond, mais de bien être vigilant à ce qu'on appelle l'industrie. J'aurais dû le dire au tout début de ce débat, mais on n'a pas le temps de tout traiter. Attention, hein, quand on dit industrie, on a tous en tête Charlie Chaplin pour faire des voitures ou pour faire de l'industrie métallurgique. C'est pas ça l'industrie. Des pans entiers du numérique sont porteurs de productivité. Et donc le digital, c'est pas que du community management, c'est aussi de l'innovation et de la productivité pour demain. Et donc il y a beaucoup de métiers industriels en fait répertoriés dans les services et inversement beaucoup de services dans les industries comme vous le savez. Donc attention simplement à cette schématisation aussi lorsqu'on parle de désindustrialisation et de la faible attractivité de l'industrie auprès de nos jeunes. Merci.
Une autre question, une autre intervention dans la salle. Monsieur, au fond, on va vous apporter un micro. Voilà. Il y a la question d'un journaliste. Oui, Ulysse Gosset, bonjour. J'ai une question concernant le spatial. Ce que vous avez fait est remarquable, le fait que vous avez pu faire rentrer une capsule, donc je dirais à la façon Elon Musk. Quel est le retard que nous avons par rapport à ce qu'il fait et combien de temps faudra-t-il pour que l'Europe rattrape ce que font les États-Unis pour être capable donc d'envoyer pas simplement une fusée Ariane 5 ou 6 tous les X mois, mais je dirais plus souvent. Donc comment on rattrape le retard, combien de temps ça prend et est-ce que l'Europe a les moyens de le faire? Merci beaucoup. Voilà. Alors, make Europe great again. Voilà. Hélène, on vous écoute. Bon, ok. Bon. Merci beaucoup. J'aurais pas créé The Exploration Company en Europe si j'avais pas profondément confiance qu'on est capable de rattraper ce retard. L'exemple que j'aime bien prendre, c'est l'exemple d'Airbus. Airbus est parti très en retard par rapport à Boeing. Il y a eu une première phase de catch-up technologique et après il y a eu une deuxième phase d'innovation technologique avec l'arrivée de la 320 qui a révolutionné la façon de faire des avions. Donc ce que j'espère aujourd'hui dans cette phase de catch-up, il faut être clair et en plus l'objectif qu'on vise va plus vite que nous. Donc il faut qu'on double notre vitesse. Il faut qu'on double nos financements. J'ai dit qu'il n'y avait pas de problème d'argent, mais à la fin, regardons les gens qui sont en face de nous, ils ont presque infinite money. D'accord ? Donc il faut que l'Europe prenne très au sérieux la question des financements et réfléchisse aussi potentiellement à une alliance avec le Moyen-Orient qui manque de compétences, mais ne manque pas de financement, alors que l'Europe a les compétences, mais manque de financement. Donc, cette phase de catch-up, c'est ce qu'on essaye de faire avec la capsule. Si on fait une fusée à partir de l'année prochaine, elle sera évidemment réutilisable. Et 2, on revient sur penser le produit à 20 ans. Est-ce que le Starship est le bon produit ? On va bien voir. Si on a fait le catch-up dans une dizaine d'années et qu'après on met sur le marché un produit qui est révolutionnaire mais différent de Starship, eh ben, peut-être qu'on a une chance de gagner. Cette chance est fine, donc il faut s'y atteler extrêmement sérieusement. Et l'ensemble des partenaires et du lycée industriel doit se mettre à l'œuvre avec l'État. Donc j'attends beaucoup aussi du sommet spatial qui aura lieu en 26. Mais oui, cette chance est là. Et vous comptez bien la saisir. Merci beaucoup, Hélène. Une question, monsieur, on a peut-être le temps encore pour une ou deux questions. On vous écoute. Bonjour, Pierre-Alexis, chef d'entreprise. Vous avez parlé, Madame Huby, rapidement du coût de l'emploi. Vous avez pris l'exemple d'un ingénieur français européen coûtant un tiers d'un ingénieur américain. Mais quid du coût de l'emploi pour la réindustrialisation au niveau français, mais au niveau européen? Parce qu'on a d'autres concurrents indiens et chinois à côté. Est-ce que le coût de l'emploi, notamment en France, devrait être débattu et devrait être abordé? Alors, je vais vous répondre de façon très personnelle par rapport à notre entreprise. Et on doit dire qu'on est sur une situation très privilégiée puisque les technologies qu'on sert n'iront pas servir les marchés chinois ou russes. Pour l'Inde, c'est une autre histoire. On va servir d'ailleurs le marché indien. Mais on sert des besoins souverains et donc quelque part on n'est pas en concurrence frontale, par exemple avec des fusées chinoises, etc. Nos métiers sont aussi extrêmement techniques. Donc la problématique pour nous, c'est des gens qu'on a formés pendant 10 ans ou qui ont été formés pendant 10 ou 15 ans par d'autres, comment on les garde? Notre politique de salaire au départ, c'était de payer pas trop cher et donner beaucoup de parts parce qu'on était une start-up, on n'avait pas beaucoup d'argent. Aujourd'hui, on est en train de transformer notre politique de salaire et on va payer légèrement au-dessus du marché. Pourquoi? Parce que les gens travaillent comme des fous, d'accord? Ils ont des compétences qui sont parfois uniques. Moi, j'ai des gens, il y en a 10 sur la planète qui ont ces compétences-là. Donc, il y a des gens que je ne peux pas perdre. Et donc, c'est très important de les garder. Et aussi parce que quand on construit un vaisseau spatial, ce n'est pas une affaire de 6 mois. C'est une affaire de 5-6 ans. Et donc, il ne s'agit pas que des gens clés partent au milieu du développement. Donc peut-être qu'on est privilégié quelque part, donc je dis parce que d'autres industries sont confrontées à des concurrences beaucoup plus frontales. C'est l'un des espoirs aussi pour lesquels j'ai espoir en Europe. Je veux dire, SpaceX, il est beaucoup moins cher que nous. Oui, mais enfin, il paye ses employés, je peux vous dire, parce que si je débauche quelqu'un de chez SpaceX, ils reçoivent en moyenne 300 000 $ d'actions, d'accord, chaque année. Et ces 300 000 $ d'actions, ils doublent chaque année avec la variation SpaceX. OK ?
Donc, on paye quand même beaucoup moins cher ici en Europe. Donc c'est pour ça que j'ai l'espoir que si on maîtrise la technologie, d'où l'importance de garder les gens et de former les gens qui savent cette technologie, eh bien, il y aura un moment, il y aura un retournement. Philippe Settebon, juste un petit mot, et puis on va devoir conclure. Oui, juste 2 éléments de réponse à votre question, sans aller vraiment complètement dans le cœur du sujet, évidemment. Mais ce qu'on peut observer quand même, c'est que les systèmes productifs, à partir du moment où ils évoluent dans une certaine flexibilité, dans un monde relativement flexible, ils sont capables de s'adapter à tout niveau de variable pour peu qu'elles soient relativement stables. C'est vrai du taux de change, c'est vrai de la fiscalité, et donc c'est vrai aussi du coût du travail. C'est-à-dire que les systèmes productifs peuvent s'adapter si tant est qu'ils aient de la visibilité sur. Premier élément de réponse. Deuxième élément de réponse, mais là je le fais en tant que citoyen français et européen, une autre façon d'aborder le sujet du coût du travail est peut-être d'aborder le sujet de la quantité de travail. Merci. Maya Bakache, Maya, je vous repasse le micro, juste une petite minute pour conclure ce débat. Merci à tous. Impossible de conclure tant le débat a été riche et je voudrais tous vous remercier. On a, je pense, vraiment beaucoup appris malgré la chaleur là. Je voudrais retenir 3 points. 3 points qui ont été dits par nos intervenants. La première chose, c'est l'importance du produit. C'est-à-dire ça ne sert à rien d'aider, donner de l'argent, etc. si en fait il n'y a pas un entrepreneur derrière qui a une vision claire de son produit et de son marché. La deuxième chose qui a été dite, c'est l'importance des compétences. C'est les ressources humaines, c'est le capital humain. Donc il faut former, il faut rendre attractifs ces métiers. C'est les hommes qui sont derrière tout ça qui comptent. Et la troisième chose, on n'attend pas de l'État des aides, on n'attend pas de l'argent. D'ailleurs ça tombe bien, il n'en a pas en ce moment, comme vous l'aurez noté. On attend de l'État un cadre réglementaire souple, un cadre réglementaire prévisible et sécurisé, et des aides à l'écosystème, c'est-à-dire à emporter des engagements locaux avec des acteurs différents. Voilà. Merci beaucoup, merci à nos 5 intervenants. Très bonne journée à tous, merci.